Tout d'abord, merci à tous de nous avoir rejoints sur cette visio qui va nous permettre de faire la remise des prix de notre 3e palmarès des bâtiments biosourcés. Je tiens à excuser Jean-Philippe Grand, notre président, qui a au dernier moment pas pu se rendre présent pour introduire cet événement. Petit retour, alors cette remise des prix se fait en visio à cause des circonstances que vous connaissez tous. On aurait aimé donner à tous les candidats et aux lauréats un peu plus de visibilité lors des événements qui étaient prévus initialement en décembre et qui avaient été reportés en avril au moment du confinement. Mais bon, pour éviter de trop traîner, le palmarès ayant été lancé en début 2019, il était important pour nous de pouvoir mettre en avant l'ensemble des projets et les projets lauréats de ce palmarès. En synthèse, il y a eu 25 projets qui ont été déposés sur cette édition 2019, avec des projets tous de grande qualité, des projets déposés par à la fois des architectes, mais aussi des entreprises, des maîtres d'ouvrage, collectivités. Ça montre cette diversité à la fois de dépositaires de projets et de typologie de projets que vous verrez tout à l'heure. Ça témoigne de l'engagement du recours aux matériaux biosourcés et c'est quelque chose qu'on tient à souligner de manière forte, en tout cas. C'était important aussi pour nous de pouvoir mettre en avant ces projets au travers d'une remise des prix. Bon, on n'aura pas forcément les participants en nombre qu'on souhaitait initialement, mais ça nous permet de mettre en avant l'ensemble des dynamiques qui sont portées en région sur ces sujets et portées par de nombreux acteurs qui travaillent ensemble. Et du coup, c'est vraiment intéressant de montrer tout ça. Ce qui est intéressant aussi à dire avant de passer la parole à Florence Talp, c'est que c'est une édition qui est un peu, pas une dernière édition pour nous, mais à partir de l'année prochaine, enfin de la fin 2020, Envirobat va s'associer au OFF du développement durable et du coup le palmarès des bâtiments biosourcés sera associé aux candidatures qui sont posées à ces offres du développement durable au niveau régional. Et du coup, on va changer un petit peu de forme et d'audience. C'est dans un corps de bâtiment agricole. C'est en ossature bois avec l'isolation paille. Et la paille est locale car récoltée à 3 km. Il y a aussi, alors j'essaie de pas trop tout dévoiler, mais la présence aussi d'un mur trombe à forte inertie a beaucoup plu également. Et enfin, c'est sur le côté pensé en globalité parce qu'il y a non seulement sur la consommation du bâtiment en tant que tel, mais également sur il y a la récupération des eaux pluviales à 100%. Qui alimente l'ensemble des points d'eau de l'habitation, avec notamment un trop-plein vers une mare d'agrément qui crée en plus de la biodiversité. Donc voilà, je laisse maintenant la main à Pauline Loisy, architecture. Est-ce que Pauline est là? Peut-être qu'on peut en profiter pour voir un peu le projet de la Paille House dont on a. Est-ce que Pauline Loisy est là et a envie de nous présenter un peu son projet? Oui, bonjour à tous, je suis là. Bien sûr, alors mon projet La Paille House
achevé très récemment en 2019. Alors, mon projet, effectivement, il se situe à Abondant. C'est une habitation qui a été créée sous un bâtiment existant. Je vais peut-être essayer de partager. Voilà. Partager l'écran. Donc en fait, je suis le maître d'ouvrage avec mon compagnon, maître d'œuvre également. Et cette démarche de construction est avant tout basée sur un désir de savoir et de mise en œuvre pour expérimenter justement la construction ossature bois, isolation botte de paille. Donc on a fait l'acquisition d'un domaine agricole en 2017. Et donc cette ferme justement avait pas mal de bâtis déjà existants, des grands bâtiments, des grands corps de ferme en bauge, mais également des bâtiments agricoles un peu plus métalliques à ossature bois. Et donc, pour des questions budgétaires et de rapidité d'exécution, nous avons opté pour s'implanter sous un bâtiment existant. Donc, on a pu profiter tout au long de la construction d'une protection climatique pour pouvoir réaliser 15 modules de type un peu préfabriqué, ossature bois, isolation paille, et les mettre tout au long de la construction debout, donc 3,50 m par 6 de hauteur, qui forment directement le rez-de-chaussée et le premier étage, donc en cube en fait, tout au long du bardage extérieur. Et puis, dans un second temps, 1 an après le début vraiment de la construction, on est venu créer des percements en façade pour créer le lien avec l'extérieur. Donc, c'est un bâtiment qui a vu le jour en quasiment 1 an et demi, tout fini, à 2 personnes principalement. Les budgets ont été très faibles, étant donné qu'on avait déjà une dalle existante, une enveloppe et une couverture qui ont été intégralement conservées. Après, on a essayé de jouer sur des manières de vivre dans l'espace avec des pièces à vivre à l'étage pour profiter de la chaleur qui monte. Donc, on voit sur la photo une terrasse un peu suspendue pour justement faire un lien avec l'extérieur par rapport à la cuisine. Et puis, on a essayé de jouer vraiment avec des matériaux biosourcés, moi principalement pour mon métier, parce que je me prédestine justement à ce type de construction. Donc voilà, c'était une expérience humaine et professionnelle très riche. Et puis, on est très satisfait du résultat, surtout quand on se souvient des galères qu'on a eues tout au long de la construction. Voilà. Merci Pauline. Donc on va... Pas de questions cette fois-ci. On va... Donc pour la catégorie suivante, c'est Céline Mendez de l'Adréal. Ah, on t'entend pas. Non. Est-ce que vous m'entendez? Oui, de loin. Bon, peut-être que je vais crier du coup. Décidément, c'est un petit peu chaotique. C'est clair. C'est bon, vous m'entendez? De loin. Oui. Super. Donc, moi, je vais présenter la catégorie des habitat individuel mais rénovation cette fois-ci. Donc, Florence, je ne sais pas si tu mets le... Ah oui, partage l'écran, excusez-moi. Alors, j'en profitais, j'ai répondu à la personne qui demandait si on pouvait voir les projets sur un site internet. Donc oui, ils sont sur le site d'Envirobat, si vous voulez les regarder pendant qu'on en discute. Il y a une question posée dans le chat. Donc dans cette catégorie, on a eu la rénovation du logement communal de Germigny-des-Prés. On t'entend super loin là, Céline. Ouais, mais si je me rapproche de trop, vous allez me voir de trop près. Ah, bah, c'est pas grave. De toute manière, on voit l'écran. Ok. Donc, je sais pas, tu peux mettre la première maison. Rénovation
rénovation donc, du logement communal de Germigny-des-Prés, déposée par Julien Guillon du bureau d'études BSE. On a eu la maison de Manon, déposée par Jean-François Archimbaud de l'entreprise Archimbaud Isolation. La maison Saint-Marc, déposée par Quentin Moronti de R Architecture. La rénovation globale d'une longère, déposée par Sylvain Teffaut, donc la maîtrise d'œuvre Une maison verte. Et la maison du bonheur, déposée par Dany Capéro du PNR de la Brenne pour la commune de Tournon-Saint-Martin. Et donc le lauréat est la maison Saint-Marc, déposée par Quentin Moronti. Alors est-ce que Quentin est connecté du coup? Est-ce qu'il peut... Oui, je suis connecté. Ok. Vous m'entendez? Je vais quand même dire deux, trois choses sur ce qui avait plu au jury sur ce projet, c'est qu'il y avait eu quand même une démarche globale assez audacieuse, voire courageuse sur ce projet. Il y avait de multiples objectifs environnementaux. Alors, je ne vais pas pareil tout dévoiler puisque Quentin va présenter son projet. Mais c'est vrai que donner une seconde vie à cet existant qui n'était pas évident en termes de projet, il y a une belle optimisation de l'espace. Il y a une attention portée sur les matériaux et sur une réflexion globale aussi des besoins énergétiques et des consommations du coup de la maison. Donc voilà, c'est à souligner qu'il y a eu quand même une bonne partie en chantier participatif, donc d'où le courageux. Voilà, je vais laisser Quentin en parler mieux. Quentin, c'est Oui, bon. vous m'entendez? Oui, tu as quelques minutes pour présenter. Oui, j'ai une présentation assez rapide. Donc, je vous remercie déjà pour cette distinction. Et puis, j'y habite, je suis dans cette maison, donc je vais la présenter. Je vais partager l'écran. Voilà. Donc, en fait, c'est une vieille maison. Vous avez la parcelle en rouge sur l'image. Et la difficulté, c'était principalement la difficulté d'accès par le chemin en pointillé jaune qui mesure au plus étroit 1 mètre de large, donc pour l'approvisionnement des matériaux et notamment la déconstruction, tout ce qu'il fallait évacuer. C'est vrai qu'on a choisi de faire appel aux amis et à la famille. Et l'état de la maison, c'est le deuxième gros enjeu. C'est, vous voyez, des photos de l'état avant travaux, donc en très mauvais état. Et c'est vrai, sur le projet global, c'est un projet avec plusieurs aspects. On voit sur les photos de droite, par exemple, la phytoépuration, la photo qui est plus bas. À la suite de la phytoépuration, on nourrit le potager. On a le projet d'installer une zone de forêt comestible, d'installer des panneaux photovoltaïques. Donc ça faisait partie d'un ensemble de vie. Donc la partie en chantier participatif, on voit les dernières plaques d'amiante, les premiers plafonds qui tombent et la convivialité sur le projet. On a choisi de conserver donc la maison et on a insufflé en ouate de cellulose les parties qu'on pouvait isoler de la maison existante. Et on a retrouvé, en faisant la démolition, un aspect du chalet d'origine de la maison lorsqu'elle a été construite en 1938, dont on voit les parois en bas, sur la photo en bas à droite. Et c'est ça qu'on a voulu garder en décoration intérieure de la maison. Je passe à l'isolation qui a été faite de l'existant. Donc on a recréé une structure complète parce que la maison existante n'aurait jamais tenu l'isolation qu'on a mise en œuvre. Donc on a recréé une structure qu'on a isolée en laine de bois et en ouate de cellulose. Et puis ensuite on a recouvert d'un bardage. Finalement, la maison n'a pas énormément changé d'aspect par rapport à son aspect d'origine. Sur la partie basse, on avait un sous-sol semi-enterré qui ne faisait qu'1,90 m, donc on a choisi de décaisser pour avoir une hauteur
suffisante pour l'aménager. Donc on voit les photos de la réalisation sur la partie haute et puis le décaissement, le drainage sur la partie basse. Ça, c'est l'aspect donc du cabanon de 1938 qu'on retrouve complètement passé en décor intérieur avec le parquet d'origine. Et puis, on est allé aussi dans cette esthétique du cabanon, tout peint en blanc. Et voilà les photos de l'extérieur aujourd'hui. J'ai 2 photos, voilà. C'est fini. Je n'ai plus de photos. Merci. Du coup, continuer avec Grégory Hello de Valoir Habitat qui va nous présenter une autre catégorie du projet. Alors, je vais partager mon écran. Voilà. Donc, pour la catégorie programme d'habitat et bailleurs. Je vous laisse présenter, Grégory. Alors, je suis désolé. Déjà, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, bonjour, parce que je ne connais il y a 30 secondes, je n'ai pas vu le déroulé juste avant. Donc, effectivement, dans la catégorie programme d'habitat bailleur, nous avions 3 programmes qui étaient présentés. Le premier, c'était les Vignes de la Côte par Val Thorens Habitat. Ensuite, un programme de 13 logements bois-paille de Jean Perche Habitat. Et enfin, une résidence Myosotis, portée par la foncière Chenley. Donc, le choix du jury s'est porté sur ce dernier projet, qui, outre de grande qualité en termes d'approche sociétale, qui ne sont pas le cœur de notre sujet, mais qui étaient néanmoins extrêmement intéressantes, à proposer une structure extrêmement intéressante à partir de matériaux biosourcés, valorisés à plusieurs niveaux, tant sur le bâti que sur l'utilisation des fluides. Donc c'était une approche particulièrement intéressante parce qu'elle était globale. Elle traitait des matériaux, de l'utilisation sur le long terme de l'économie des fluides. Et voilà, c'est la raison pour laquelle on a souhaité valoriser ce projet. Ok, c'est l'architecte Caroline Guillot qui a déposé ce projet. Est-ce que Caroline est là pour parler de son projet? Ah, a priori non. Bon, eh ben, on va faire comme tout à l'heure, on va continuer et puis on verra si elle se connecte. Excusez-moi, je suis Richard Châtelier, le maire de Nazaine-les-Grons. Ah, bon. Ben, si vous voulez dire, voilà, si vous voulez dire quelques mots. Alors, je m'excuse d'intervenir. Hein. Moi, je suis plutôt là pour le projet de me centre socioculturel, mais le projet Myosotis, effectivement, je suis énormément ravi de le voir présent parmi ces choix, parce que le projet des Myosotis, c'est vraiment quelque chose qui, en tant que maire, m'a tenu à cœur. Effectivement, avec Caroline, nous avons travaillé sur cette volonté-là. C'est une résidence senior. Et c'est une nouveauté en France, c'est la première résidence qui a été faite dans ce domaine-là et qui évidemment a mis en avant l'éco-construction. Donc je voulais juste dire que la municipalité, au-delà de Caroline et de la foncière, a été complètement investie dans ce domaine-là et en particulier sur ce lieu de vie avec une charte. Donc voilà, donc je suis ravi que cette éco-construction soit retenue parmi les choses lauréate, mais voilà, je m'excuse vraiment, mais c'était un projet que j'avais eu très à cœur en tant que maire et je suis très heureux de le voir aujourd'hui. Donc Nazaine-les-Grons 2 fois chez vous aujourd'hui. Et voilà pourquoi je me suis permis d'intervenir. Ok. Très bien. Donc merci. Donc pareil, si Caroline se connecte, on la fera intervenir pour nous parler un peu plus de ce projet. Pour l'autre catégorie, donc on est sur les catégories tertiaires. Alors je vais vous repartager mon écran.
catégorie tertiaire et établissement public. Et donc, c'est Florence qui va nous présenter un peu les différents projets. Florence Voilà, oui. Blanchard. Merci. Vous m'entendez bien? Ouais. Ok. Donc, dans la catégorie tertiaire et établissement public, il y avait 7 candidatures. Voilà, donc il y avait l'école de Bouleret qui a été déposée par la SEM Territoria en la personne d'Émilie Rondeau. Il y avait l'école primaire Albert Ruel, donc déposée par Corentin Desmichel de l'atelier Desmichel et Caroline Guillot de Rond comme un carré. D'ailleurs, c'est rond comme un carré, pas ronde. Oui. Il y a l'école Saint-Joseph, déposée par Jean-Marie Lemaire et la SCPA Lemaire. Le centre socio-culturel de Mézières-Androuet, déposé par Laure-Hélène Doerler et LHDO Architecte. Il y a la micro-crèche de Pernay, donc déposée par Éric Lecomte et son atelier 46. Il y a la Paillère, déposée par Pierre Solon, le maire de Pezou. Et il y a le centre socioculturel de Courtenay, déposé par Jean-François Bridet de la SCOP BABO et Corentin Desmichel de l'atelier Desmichel. Et sans plus tarder, le lauréat est le centre culturel de Courtenay. Voilà. Donc, ce qui a plu dans ce projet auprès des membres du jury, il y a beaucoup de choses quand même, moi que j'avais retenu. C'était d'abord la démarche exemplaire du maître d'ouvrage, parce que Courtenay, ça reste une collectivité, on va dire, modeste, et elle s'est engagée quand même dans divers objectifs, faire un projet en BIM, faire un projet au programme complexe, puisque en fait, dans ce centre culturel, il y a à la fois une bibliothèque, une école de musique et puis une salle de spectacle. Et c'est un bâtiment marqueur en entrée de commune et qui oriente vers les différents axes de la ville. Et donc, voilà, c'était un projet très ambitieux pour tous ces points-là. Et puis, après, il y a les démarches et également des maîtres d'œuvre. Je ne vais pas trop en dire, mais moi qui suis plus touchée par le bois, puisque je suis d'Arbocentre, on voit le bois un peu partout, quoi. Donc, c'est un bâtiment en bois et paille, hein, mais voilà, moi, je retiens plus le bois et l'utilisation du bois qui est par touche, c'est-à-dire qu'on a un bardage plutôt sombre. On a aussi une utilisation de bardeaux, donc ça, c'est du bois, une technique un peu ancestrale. Et puis, à l'intérieur aussi, on a pas mal d'éléments de mobilier, de décoration, de revêtements, voilà, qui montrent l'omniprésence du bois sans pour autant, je trouve, être exubérant, quoi. Enfin, sans que ce soit too much, quoi. Voilà. Bon, j'espère que j'en ai pas trop dit. Maintenant, je laisse la parole à Corentin et à Jean-François, les deux metteurs en œuvre, voilà, de ce bâtiment. Bonjour. 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 Alors, je crois que Corentin veut partager son écran pour nous laisser quelques images complémentaires. Oui, alors je suis en train de chercher comment. D'accord. Bah, je peux commencer à prendre la parole puisqu'on avait prévu de se partager le temps de présentation. Donc bonjour, merci. Vous voyez l'écran? Jean-François, tu vois l'écran ou pas? Alors moi, je ne le vois pas, Voilà, mais ça arrive. Voilà. C'est bon? On est sur ton écran. Oui, alors ce que disait Florence, effectivement, c'est que ce qui a porté ce projet initialement, c'est que le maître d'ouvrage, et là, donc je salue Francis Tisserand, qui était le maire à l'époque, avait une volonté très très forte dès le départ d'inscrire ce projet dans une démarche d'usage vertueux de matériaux biosourcés et locaux. Et donc, il a tenu cela avec son conseil municipal jusqu'au bout, parce qu'on sait que les intentions à la réalisation, c'est parfois très difficile. On a beaucoup d'obstacles et réglementaires et économiques, mais on a un maître d'ouvrage qui a suivi de manière radicale ces options-là jusqu'au bout. Donc, Corentin rentrera dans le détail de l'emploi des matériaux, en l'occurrence, et en tout cas, principalement pour le principe bois-paille
Et ça répond aussi à la proximité. Et là, il y a une question culturelle de la maison Feuillate à Montargis, mais aussi des briques du patio intérieur, le revêtement de sol, qui viennent d'une briqueterie artisanale du Loiret. Et surtout, en fait, au-delà de ça, le projet joue un rôle d'exemplarité. J'en ai parlé avec le très intéressant, puisqu'il se trouve... On entend quelqu'un, excuse-moi Jean-François, on entend quelqu'un qui... Enfin, voilà, si vous pouvez couper vos micros, à part ceux qui interviennent, voilà, parce que, pardon. Donc, ce qui est particulier dans ce projet, c'est qu'on a finalement la volonté du maître d'ouvrage nous a permis de réaliser un bâtiment finalement démonstrateur pour la population. Et c'est bien là le rôle de la collectivité à un moment donné de pousser à l'innovation, de prendre des risques pour démontrer que l'usage de matériaux naturels rend possible, un, la création de bâtiments publics aux normes, et deux, offre un niveau de confort incomparable. Et en fait, ici, on a un programme qui relie une médiathèque, des salles associatives, une école de musique et une salle de spectacle autour d'un patio et d'un hall commun qui sont ouverts l'essentiel du temps. Et c'est un lieu de passage, de rencontre, c'est une forme de havre de paix. Et dès lors qu'on est à l'intérieur, qu'on est dans le patio, on n'entend plus la circulation. Il fait frais lorsqu'il fait chaud lorsqu'il fait froid. Et malgré tout, on est en relation visuelle avec le paysage et avec tout ce qui se déroule autour. Et la directrice, Madame Lorenz, de l'établissement, qui gère plus particulièrement la médiathèque, nous fait part effectivement de toute la vie qui s'invente dans ce lieu. Et là, les gens, vraiment sur place, à l'échelle 1, peuvent mesurer à tout le bien-être que leur apportent des matériaux qui, par ailleurs, n'impactent pas l'environnement, la nature. Donc, on est là, je dirais, pour nous, sur le plus ultra de ce qu'on peut nous proposer, nous offrir de faire et d'expérimenter, à la fois au service du public et puis avec un impact minimal. Donc, que ça donne des idées à d'autres maîtres d'ouvrage, à d'autres porteurs de projets, parce que les vertus sont nombreuses et encore plus nombreuses que celles qui sont imaginées au départ. Et là, pour un peu plus de détails, je vais passer la parole à Corentin. Vous m'entendez? Oui. Oui, d'ailleurs, vous pouvez tous aller voir un spectacle dans ce bâtiment, quand vous voulez. Maintenant que le confinement est terminé, quoique non, il faut attendre un petit peu, peut-être, mais bon, à la rentrée, sans doute. Madame Lorenz, la directrice de ce bâtiment, prévoit des programmations vraiment très intéressantes. Alors, pour rentrer un peu dans le détail technique, je vais passer quelques images de... Pardon. Hop, voilà. Donc, je vais passer juste quelques images de chantier. Donc, on est sur un bâtiment qui est construit de cette façon. On a une dalle béton partout et toute la superstructure est en bois et en paille. Donc, vous voyez ici l'atelier de charpentier Cyril Nathalie dans le Loir-et-Cher qui utilise la paille qu'il y a autour de son atelier, qui la met en œuvre et qui ensuite ferme les caissons, les monte sur un camion et vient les poser un par un. On peut monter haut. Même maintenant, on peut faire des bâtiments de moyenne hauteur, donc plus de 8 mètres, en paille, depuis presque un an. Donc la paille, c'est vraiment un matériau d'avenir pour tout type de programme. Vous voyez ici la salle de spectacle qui est en train d'être montée. Le parvis avec un porte-à-faux. On s'est appliqué aussi à mettre le moins possible de membranes plastiques et de scotch. Donc on gère des questions de pare-pluie à l'extérieur avec de la fibre de bois, d'étanchéité à l'air à l'intérieur avec des panneaux. La plupart du bâtiment, des pièces n'ont pas de doublage intérieur dans les murs qui donnent sur l'extérieur, ce qui permet aussi d'économiser pas mal de linéaires de rails Galva. On parle de misère écologique du second œuvre dans les bâtiments, c'est quand même un vrai sujet. Donc moins on en a, mieux c'est. Et puis ici, vous voyez le bardage bois qui est en Douglas, qui est pré-grisé pour éviter le grisaillement
naturel qui souvent peut être un peu désagréable à l'œil s'il n'est pas homogène. Vous voyez ici le parvis. Ce bâtiment est à l'articulation entre des équipements scolaires d'un côté et puis le centre-ville de l'autre. Donc, c'est un passage quotidien à toutes heures de la journée. Donc, on a voulu en faire un lieu de vie. Pas seulement une entrée, mais vraiment un lieu de vie. Les gens s'assoient et on ne voit pas, mais on est en face de la vallée de la Cléry. Et donc, on voit depuis ce parvis, on voit de l'autre côté de la vallée de la rivière qui traverse Courtenay. Ici, on a essayé de mettre en avant le mélèze. Donc, c'est du mélèze d'Autriche qui est fendu. Donc là, ça a une durée de vie voilà, de, je sais pas, peut-être 100 ans. Donc, le ravalement de cette salle de spectacle n'est pas près d'arriver. Le remplacement des tuiles. Et donc, ça aussi, ça développe, ça refait renaître un peu des techniques qui existent depuis toujours. Et puis, quelques photos terminées avec voilà, les différents matériaux. Finalement, c'est les matériaux vraiment simples qui sont mis en avant. Voilà, avec que des techniques très simples. Il n'y a aucune performance technique dans ce bâtiment. Des faux plafonds en bois, ajourés pour l'acoustique. Et puis, le patio. Et voilà. On est en VMC double flux. On a je termine juste sur les côtés un peu techniques. Et on est il y a une chaudière bois communale qui alimente le bâtiment. Voilà. Merci. Merci à toi. J'ajoute simplement que notre mission a été jusqu'à la sélection du mobilier, ce qui nous a permis d'agencer la totalité de la médiathèque avec du mobilier en bois massif fabriqué dans le Loir-et-Cher. Donc du local. Du local également. Très bien. Merci beaucoup. J'ai vu que Caroline est là, je crois. Si elle nous voit. Caroline Guillot, est-ce que tu nous entends? Est-ce que tu peux intervenir sur les résidences Myosotis ou... Bon, ok. Donc, elle est là a priori, mais je ne sais pas si elle nous entend. Alors, on va reprendre un petit peu le déroulé du coup. Donc, je vais laisser la parole à Vicky, de nouveau, pour la catégorie tertiaire et établissement public. Et établissement en rénovation. C'est ça. Donc, il y avait 2 projets qui ont été déposés. Le premier, c'est l'Agora de Beaugency, déposé par David Faucon, le maire de Beaugency. Et le deuxième projet qui a été déposé est le centre socio-culturel de Nazelles-Négron, déposé par Evelyne Moreira, du centre 80 degrés architecte. Et le lauréat est le centre socio-culturel de Nazelles-Négron. Alors, ce qui a plu, il y a beaucoup de choses qui ont plu dans ce projet pour la part du jury. C'est notamment le fait que la démolition a été évitée. C'est toujours un choix qu'on apprécie beaucoup. L'extension, elle est faite en ossature bois et laine de bois. Il y a eu aussi une vraie volonté publique d'aller vers les matériaux biosourcés. Dans le projet, il y a du lino, il y a du chêne certifié, des peintures végétales. Voilà, il y a même du coup l'utilisation de chaume qui valorise le savoir-faire et qui est en façade, ce qui est innovant. Voilà, enfin, c'est vraiment le projet dans sa globalité qu'on a trouvé très cohérent, avec aussi la présence de nichoirs. Voilà. Je laisse la main du coup à Evelyne Moreira, de 180 degrés architecte. Evelyne ou monsieur? Oui, je suis là. Je suis en train de chercher comment on fait partage d'écran. Et... C'est en bas. C'est en bas. Il y a une petite... Ah oui, voilà, je l'ai. Voilà. Donc, je remercie d'avoir choisi notre projet pour
pour le concours et je suis très honorée. Je pense que M. Châtelier, qui est présent aussi, le maire de Nazelles, apprécie que ce projet ait été choisi. En fait, ce projet débute par la rencontre justement entre l'équipe municipale responsable et vraiment engagée dans la préservation de l'environnement et moi en tant qu'architecte ancrée dans le développement durable. Le projet devait donc refléter cette fusion idéologique, excusez-moi. La démarche de développement durable commence effectivement par le choix de la mairie de ne pas détruire ce bâtiment et d'opter plutôt pour sa rénovation afin d'éviter la génération de déchets qui, hélas, pollue énormément. Puis, c'est le site qui a été décisif dans le choix des matériaux. En effet, le site est plongé dans un parc naturel. Il est bordé par un étang et une rivière, ce qui amenait l'utilisation du chaume comme la meilleure technique d'intégration, puisqu'on est en milieu très humide. J'ai conduit l'idée au plus profond de ses possibilités, allant jusqu'à l'innovation, car la technique du chaume mis en œuvre est unique en France dans le domaine de la rénovation. Et la technique de pose de fibres de bois a été faite également sans avis technique, donc ce qui a posé aussi des problèmes. La technique de pose du chaume en façade verticale a été développée conjointement avec les chaumiers de l'Association nationale des couvreurs chaumiers et l'agence. Les entreprises Boujard et FCA Touraine ont démontré tout leur savoir-faire et grâce à leur perfectionnisme, ils ont résolu énormément de gros problèmes techniques qui suivaient l'implantation de ces techniques. C'est normal qu'on ne voit pas d'image? Bah, c'est pas normal, non? Ouais, voilà, on voit rien en fait. Ah mince, c'est dommage. Ouais, mais bon, Ah, ils affichent à mon écran, mais pas au vôtre. Bon, bah, c'est pas grave, hein. C'est pas grave. On va peut-être mettre des. Je peux remettre si tu veux la photo pour qu'on voit un peu le projet quand même pendant que tu parles. Je peux partager moi mon écran. Oui, je veux bien. Donc, il faut que tu arrêtes le partage de ton côté, par contre. Alors, par contre, je n'ai... C'est en haut. En haut, pour arrêter le partage, tu appuies en haut et ça doit être marqué « Arrêter » en rouge. En fait, je n'ai plus que vous. J'ai plus aucun autre écran. Mince. Alors, sur ton écran, en haut, tu dois avoir une petite barre rouge où c'est marqué « Arrêter ». Attends. Bon, sinon, c'est pas grave, on va continuer. J'ai plus rien. En fait, j'ai plus que votre image et je n'ai plus de menu. C'est très gênant. Voilà. Ah, voilà. Voilà, tu as réussi. Ouais, c'est bien. Ça s'est déclenché tout seul. Vas-y, tu peux remettre la photo du projet. Ça va mis. D'accord. Voilà, donc vas-y, tu peux continuer. En fait, il y a eu ces deux entreprises, donc Boujard, le chaumier, et FCA Touraine qui se sont occupés donc, de ces deux techniques de façade qui sont un peu complexes. Mais effectivement, il y a énormément d'autres entreprises qui ont contribué à ce projet et parce que tout le projet de rénovation était sur des matériaux biosourcés et pas uniquement les façades.
Et donc, en fait, j'espère que ce projet, en tout cas, honore les convictions profondes de cette équipe dynamique qui est la mairie de Nazelles-Négron, vraiment engagée dans le développement durable. Et je le remercie surtout d'avoir soutenu à ce point le projet. Et je voulais féliciter toute la maîtrise d'œuvre et puis les entreprises pour la réussite de ce projet très complexe. Voilà, donc je vais laisser la parole à Monsieur Châtelier, le maire de Nazelles-Négron. Il va rajouter un petit mot. Oui, bien sûr. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Parfait, merci. Pour ma part, ça... Très bien. Donc effectivement, je suis très honoré du travail que nous avons pu faire conjointement avec Madame Morera et cette municipalité. J'ai fait partie certainement des premiers élus qui ont été très enthousiastes par rapport à ce chaume. C'était vraiment très novateur, ça me plaisait beaucoup. Et je précise aussi effectivement par rapport au site que c'est aussi un secteur qui non seulement est un lieu de vie important, mais c'est un secteur aussi avec que nous avons voulu signer une convention avec la Ligue de protection des oiseaux. Et c'est pour ça qu'est apparu, on le voit sur le bloc en chaume en haut à droite, les petits trous qu'on voit, eh bien c'est les nids à martinets. Donc on a souhaité effectivement, voilà, c'est ici qu'on a souhaité aussi concrétiser et mettre en œuvre tout ce qu'on a souhaité dans ce secteur. Nouvellement réélu, bien évidemment, j'ai voulu et j'ai souhaité continuer cette volonté depuis 2014 de travailler pour le développement durable par le biais de ce bâtiment, mais j'ai pu aussi intervenir, et je vous remercie de m'avoir laissé parler tout à l'heure sur les myosotis, sur cette éco-construction. Mais donc voilà, pour être sûr de pouvoir continuer encore sur ce mandat, j'ai créé un poste d'adjointe au développement durable pour continuer à travailler évidemment sur la rénovation, mais aussi sur la réalisation concrète de bâtiments. On y travaille aussi avec les bailleurs. Donc aujourd'hui, la municipalité de Nazelles-Négron et le maire que je suis se bat au quotidien pour travailler pour le développement durable. Ça a été un travail fastidieux, ça a été compliqué. Il nous a fallu beaucoup de courage à Madame Morera, à son équipe et à mon équipe municipale pour aller au bout de ce projet parce que souvent le désespoir est apparu, mais on n'a pas baissé les bras, on a continué. Et aujourd'hui, que vous nous honoriez de cette récompense me satisfait pleinement et je pense évidemment satisfait Madame Morera parce que ça n'a pas été facile tous les jours. Elle s'est investie beaucoup à nos côtés. J'ai même pu la voir dans les échafaudages à poser du chaume. Donc voilà. Donc ça a été vraiment un beau travail et je peux vous assurer qu'aujourd'hui, les Nazéliennes et les Nazéliens sont fiers de leur centre socioculturel parce que c'est leur centre. Donc vraiment merci de nous avoir honorés, Madame Morera et nous, avec ce projet qui a été un projet long, fastidieux, et économiquement parlant, il a fallu quand même assumer. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous de déposer ce type de projet aussi. Effectivement, il y a eu, je crois, par rapport au chaume, des questions d'assurance, des questions de tests d'arrachement, des choses comme ça. Quand on veut faire de l'innovation, ce n'est pas forcément toujours simple. Et les tests feu aussi. Ouais. Ouais, ça a été une vraie question de nos habitants lorsqu'on a fait visiter, parce qu'on avait fait une visite de chantier justement sur la technique de pose du chaume et tous les gens ont tous posé la même question. Vous n'avez pas peur que le feu soit mis dedans par des jeunes? Voilà. On va rester sur la commune de Nazelles-Négron pour entendre peut-être Caroline sur le projet. Alors du coup, je ne sais plus. Les myosotis. Les myosotis, voilà, je ne sais plus où j'étais du coup. Mais je vais peut-être te laisser. Je ne sais pas si on m'entend. Est-ce qu'on m'entend? Oui, on t'entend. Ah bah c'est parfait. Bonjour Caroline. Bonjour. On enchaîne là, c'est ça? Oui, c'est pour que tu puisses dire quelques mots sur le projet des résidences myosotis. On l'a présenté. Donc à nouveau une initiative de la commune de Nazelles-Négron de réaliser une résidence pour personnes seniors, donc non dépendantes, et un engagement avec la foncière Chenley pour, je vais peut-être essayer de trouver d'autres photos, et c'est de trouver une parcelle qui puisse répondre à ce programme.
La foncière ayant porté le projet logement, la commune a porté le projet en rez-de-chaussée des logements d'une maison associative qui a permis de créer un lien fort entre les habitants des logements, mais avec le quartier également. Donc, c'est ça qui est prégnant au projet. Il y a une volonté à la fois très engagée de la commune et des bailleurs sociaux qui ont l'habitude de travailler qu'avec des matériaux écologiques. Donc là, on est en ossature préfabriquée paille, on a des toilettes avec récupération d'eau de pluie, on a une chaudière à granulés pour tout l'ensemble. Ça, c'est presque de la routine, tellement on est habitué à travailler qu'avec des bâtiments, de ce type-là. Il y a vraiment comment dire, maintenant c'est presque stéréotypé les logements Chenley. Mais sur ce terrain, il s'agissait de les articuler pour créer le lien avec la commune, avec les logements de l'autre côté, créer un entre-deux qu'on voit sur les photos que tu as montrées tout à l'heure. Et est-ce que je vais réussir à faire quelque chose de mon côté? Non, je ne sais pas comment ça marche, définitivement. Tu as commencé à partager ton écran. D'accord. Alors, il suffit que j'aille dessus. Ah bah, ça va aller alors. On va y aller tranquillement. Donc, il y a un premier devant où on a fait également tout un travail avec un paysagiste pour créer des tontines, support de plantes comestibles, de tisanes ou potagères qui permettent de créer encore un autre lien avec les habitants, des petits bancs pour chacun, avec le projet de faire participer les habitants en amont. Et ça, je vais en reparler parce que c'est tout le succès de ce projet, c'est qu'il y a eu, j'avance doucement, mais je vais y arriver. C'est là, dossier Polnareff, Nazev, et j'ai quelques photos. Donc, il y a un devant qui est assez vivant, avec de quoi se retrouver et déjà investi complètement par les usagers. Comment je bouge là-dessus? J'en profite pour dire que nous avons aussi bénéficié de cette volonté d'aménagement puisque les résidents ont participé à la réalisation sur place de ces équipements, mais aussi notre personnel communal qui en a profité pour se former, pour pouvoir reproduire ailleurs ce type d'aménagement. Le but, c'était vraiment de travailler en commun et ça, c'est la commune qui a porté ce projet-là du devant, là, vraiment pour créer le lien en lien avec la salle associative. Donc là, on est en façade nord, une façade forcément qui est un peu plus triste. Et du coup, par ce projet-là, on est dans l'accueil déjà. En façade sud, on est plus sur préserver l'intimité des habitants et leur laisser des parcelles potagères et un endroit de verdure plus privé, je dirais privatif, mais qui est toujours dans le lien entre les habitants. Et ce qui a été vraiment moteur de tout le projet, c'est dès que la commune a commencé à nommer, à choisir des personnes qui correspondaient au cadre de ces logements sociaux, il y a eu une intervention de Biguinage et compagnie pour créer le lien entre les habitants par le biais de rencontres, de trouver un nom pour cet endroit, pour créer déjà une charte pratiquement d'habiter dans ces logements. Et c'est toute la force du projet parce que aujourd'hui, c'est là même pendant le confinement, j'ai vu sur différents réseaux qu'il y avait une entraide qui était là et c'est pas grand quand je suis repasser pour les petites finitions qu'il y a toujours post-réception, chacun est en lien avec les autres et la salle associative a permis aussi de créer des activités diverses. Richard pourra mieux dire tout ce qui s'y passe parce que j'ai entendu parler de plein d'activités, mais je pense que ça ne fait que continuer à vivre. Bien sûr. Alors, ça ne vit plus en ce moment, malheureusement, puisque toutes les salles sont fermées à cause du confinement et du Covid. Mais oui, c'est un vrai lieu associatif. Tu as raison, Caroline, quand tu dis que c'est une salle associative, c'est qu'à la base, c'était quand même destiné pour permettre aux résidents d'avoir un lieu de vie commun.
Mais derrière, on a un certain nombre d'associations qui, du coup, y tiennent des réunions, mais aussi le club de Scrabble. On a essayé de mettre là les associations qui pouvaient amener quelque chose à ces résidents. On a la chorale et on a, par exemple, le club photo qui vient très régulièrement faire des expos photos à l'intérieur de cette salle. Donc, c'est un vrai tout, à la fois extérieur, intérieur, lieu de vie, lien social. C'est un immense projet et je dois avouer que aussi bien Caroline que la foncière, que les habitants et ce conseil municipal, on est vraiment très très fiers de notre résidence des Myosotistes. On souhaite qu'une chose, c'est qu'elle soit reproduite X fois au niveau français. Il y a un autre volet que je voulais aborder, c'est celui que la foncière met en note dans tous ses projets, parce qu'elle multiplie cette expérience, c'est que pour la personne locataire qui arrive, il n'y a jamais un livret de comment habiter dans ces logements un peu atypiques. C'est un peu après le déménagement, quand tout le monde est bien installé, qu'ils prennent le temps d'aller les rencontrer autour de jus de pomme fabriqués par la foncière et d'un support vidéo pour expliquer pourquoi on a fait ces choix-là dans ce bâtiment et comment optimiser la gestion de la fraîcheur, parce qu'on a des briques en terre crue dans les logements, donc optimiser les apports solaires, mais aussi optimiser la capacité de se rafraîchir et comprendre mieux comment fonctionne leur logement et pourquoi on a mis la barre si haute. Et c'est la clé du succès de tout leur logement, c'est que les gens sont respectueux après de ce qu'on leur a offert et ils sont ravis, hein, tout ça. Voilà. Bah, merci. De rien. Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire? Il y en a beaucoup, mais on n'a pas le temps. Donc on va peut-être passer à la suite. Merci Caroline. Merci, ouais. Je ne sais pas chronométrer, je ne sais pas comment. Ah bah si tu veux rajouter quelques mots, tu as encore 2 minutes. Ah, non, je pense, enfin, les logements sont assez bien faits, ils sont plutôt assez vastes. Il y a 2 types de logements et ils sont toujours bien orientés, tous accessibles aussi par nature, même quand des publics seniors. Ici, comme on avait un terrain en zone inondable, c'est pour ça qu'on n'a pas habité le rez-de-chaussée et que c'est un espace commun avec des stationnements. Et forcément, on n'est pas avec des matériaux écologiques à 100% en bas, puisque les murs ne sont pas en ossature bois. En zone inondable, on est en Cyporex, mais on a du lino après et tout Thermacell et des isolants écologiques partout. Toute la ligne est tenue à la fois par la foncière qui porte le projet d'étage et pour le rez-de-chaussée, autant que faire se peut, par la commune. On était dans la même cohérence écologique. D'ailleurs, on peut voir sur cette diapo, à l'image, qu'on a travaillé pour implanter ce bâtiment dans un espace vert qui, à l'époque, était peu entretenu et qui servait à messieurs les chiens et les chats de venir se promener et ce qui allait avec. Et donc, ce bâtiment, comme vous pouvez le voir, a préservé un maximum, c'est-à-dire qu'il y a eu deux arbres d'abattus uniquement sur l'ensemble de ce terrain-là. Et vous pouvez voir qu'aujourd'hui, nos résidents ont cette possibilité d'aller se mettre tranquillement à l'ombre sur l'existant, où on a aménagé, on ne le voit pas sur la photo, un parc de jeux pour jeunes enfants, ce qui fait que le lien social se crée vraiment parce qu'aujourd'hui, il y a un habitat partagé autour et les grands-parents qui reçoivent leurs petits-enfants se viennent donc sur ces jeux-là et du coup, il y a du lien social. C'était vraiment quelque chose de fort qu'on a voulu, qu'on a partagé avec Caroline et la foncière et Jean-François Trechon qui a fait un boulot formidable au niveau de sa charte. Voilà, donc aujourd'hui, ouais, c'est une belle réussite, j'arrête pas de le dire. Et je tiens à préciser aussi que le choix que vous avez fait, c'est un choix aussi qui a été fait par l'Association des maires d'Indre-et-Loire qui a présenté ce bâtiment lors de son congrès en décembre. Et depuis, j'ai eu aussi l'occasion d'aller le présenter dans le Loir-et-Cher, un carrefour aussi d'associations de maires. Et j'ai de nombreuses visites maintenant de communes ou de communautés de communes qui souhaitent réfléchir à ce type d'habitat. Donc, on était les premiers, mais vraiment, j'espère que ça va faire tache d'huile.
Merci. Donc, on avait un peu d'avance, on a récupéré le timing, c'est super. Je vais demander à... Désolé. Non, il n'y a pas de problème. On est dans les temps, donc ça va. Je vais demander à Caroline de... Voilà, super, merci beaucoup. On va reprendre... Alors, moi, je voulais intervenir sur... Donc, on a fait le tour, en fait, des 5 catégories que je vous ai présentées tout à l'heure. Il y a un projet qui était un petit peu hors catégorie. Je ne sais pas si... Monsieur Boisard est là. Donc, en fait, c'est un projet ou Monsieur Patouka, si on dit ça comme ça. C'est un projet de chai qui est en paille et bois. Donc voilà, on n'a pas mis de... Comme c'était le seul projet, en fait, dans la catégorie bâtiment type industriel ou agricole, on n'a pas voulu le juger. Par contre, c'est quand même un projet qui a été remarqué. On en reparlera un petit peu tout à l'heure. Là, il me reste le prix du jury et le prix du public. Donc, je vais laisser la parole à Grégory Hello pour le prix du jury. Oui, je suis là. Ouais, voilà. Donc, je te laisse annoncer le... Effectivement, on a eu l'occasion pendant ce jury de pouvoir regarder vraiment des projets très, très intéressants. On en a vu certains, mais parmi ceux qui ne sont pas retenus, il y avait aussi beaucoup de choses très intéressantes. Il y en a un qui a particulièrement attiré notre attention. C'est, je vais le dire maintenant, je vais dévoiler le suspense, je vais vous dire pourquoi après. C'est le projet de 13 logements locatifs sociaux en bois et paille, porté par Anne Jean-Rotrou, par Nogent-Perche Habitat, sous maîtrise d'œuvre NZD Architecte. Parce que ce projet il a la particularité de s'inscrire complètement dans le changement de paradigme auquel on aspire tous, et il s'inscrit sur des choses qui sont potentiellement duplicables. Nous sommes, je suis moi-même bailleur social, très nombreux à vouloir faire évoluer les choses avec une production en masse qui puisse être assez radicalement différente de ce qu'on a créé jusqu'à présent. Et ce petit projet par la taille, mais qui est très intéressant par son contenu et sa démarche de fond, méritait d'être distingué de manière un petit peu spécifique, puisqu'il a la particularité de changer complètement le procédé constructif, la manière de construire, le fait de construire en atelier, le fait d'avoir recours à des matériaux simples, mais extrêmement intéressants au niveau du bilan carbone, et puis d'avoir tout simplement une réflexion globale qui nous fait passer sans doute sur autre chose qu'une simple évolution de la construction. Et on aspire tous à aller vers ça, et je trouve intéressant de saluer ce projet. Je suis très très heureux et très honoré de pouvoir mettre en avant ces confrères qui ont créé ce projet. Au nom de tout le jury, bien évidemment. Merci. Donc, on a Sandra Di Giorgio et peut-être Madame Ménil qui sont là aussi, peut-être pour nous dire quelques petits mots sur le projet. Alors, Sandra Di Giorgio, je ne sais pas si elle est là. Il y a Madame Ménil qui est là. Alors, on ne vous entend pas par contre. Il y a un problème de micro. Ah non, on ne vous entend toujours pas. Non, ça ne veut pas fonctionner. C'est dommage parce que je pense qu'on serait tous heureux de pouvoir vous entendre. C'est quelque chose d'un peu frustrant, cette situation. Bon. Ah, je suis désolée, là du coup on va devoir passer... je vous laisse voir de votre côté si vous pouvez régler le problème de micro, peut-être en vous déconnectant et en vous reconnectant. Et puis on va passer au prix du public. Alors, le prix du public, c'est moi qui vais le dire. Donc, on a fait tout comme c'est la deuxième année où on fait un prix public.
on laisse la possibilité aux acteurs de relayer effectivement le palmarès et à tout acteur du territoire et au-delà de voter. Donc on a eu cette année énormément de votants, on a eu 976 votants. On en avait eu l'année précédente dans les 400, je crois. Voilà, donc c'est un beau score. Et le projet qui a reçu le plus de votes, avec 17% de votes, c'est le projet de l'école de Bouleret, porté par la SEM Territoria pour la commune, enfin déposé par la SEM Territoria pour la commune de Bouleret. Donc voilà, c'est un projet en fait dont si on peut dire quelques mots sur ce projet, je pense qu'Émilie prendra la parole, mais c'est un projet qui a mis l'accent effectivement aussi dans la phase programme sur l'intégration des matériaux biosourcés. Il y avait une vraie volonté d'aller dans ce sens-là, un fort intérêt aussi sur la qualité d'usage et la qualité de l'air intérieur. Voilà les éléments et les principaux éléments, mais je vais laisser peut-être Émilie en parler un peu plus. Émilie et Monsieur Billot, maire de la commune de Bouleret. Je vais partager mon écran pour qu'on puisse échanger. C'est bon? Vous m'entendez en plus? Oui, on vous entend. Alors, donc on s'est entendu avec Émilie, on va faire la présentation à deux voix. Jean Billot, maire de Bouleret. Voilà, je vous présente le début du projet et puis donc après Émilie vous présentera un petit peu toute la suite et notamment toute la phase construction. Alors ce que vous voyez évidemment c'est pas ce qu'on a construit, hein. Et là c'est ce qu'on avait dans notre école maternelle, c'est-à-dire des bâtiments qui avaient des problèmes de structure, des problèmes d'isolation, des problèmes énergétiques, des problèmes d'accessibilité. C'est-à-dire que plutôt que de rafistoler, on a plutôt saisi l'opportunité d'un terrain qui était à notre disposition, à côté, bien placé en plus, à côté de la mairie, à côté du complexe sportif, des écoles primaires, pour pouvoir imaginer un nouvel ensemble scolaire donc au milieu de tout ça. Cet espace, donc ce terrain de 5000 m², on l'a réfléchi pour essayer d'y intégrer tout ce que les gens avaient besoin, c'est-à-dire au-delà des enseignants, c'est aussi les structures associatives, c'est aussi le personnel municipal, c'est aussi les jeunes du village. En fin de compte, on a associé très largement, on a réalisé une enquête de besoin auprès Non, bah ça, parce que je peux parler. C'est bon, maintenant, pardon, on vous entend maintenant. Si vous pouvez juste couper votre micro, Madame Ménil, pour le... Je terminerai tout à l'heure. Voilà, c'est ça, tout à fait. On va laisser Monsieur Billot intervenir. Oui, donc au-delà de notre de dire on va simplement construire une école maternelle, c'était aussi du coup revenir sur quels étaient nos besoins, évidemment le restaurant scolaire, une bibliothèque, mais au-delà de ça, c'était aussi des cheminements pour avoir le plaisir de revoir les enfants revenir même dans nos villages. En fin de compte, les enfants ont tendance à être déposés par les parents en voiture, et moi ce que je souhaitais, c'était qu'on voit passer les enfants en vélo, à pied, qui reviennent à l'école un petit peu en autonomie. C'était aussi pour nous un moyen d'aller vers par exemple le complexe sportif, etc. Donc on a vraiment cherché avec tous ceux qui étaient utilisateurs, aussi bien les utilisateurs du complexe sportif que les enseignants, que les personnes municipaux, etc., à ce que chacun s'exprime et puis exprime ses attentes sur le sujet. Alors vous voyez, ça fait l'objet de grands schémas, voilà, un peu barbares, et puis chacun a exprimé ses attentes aussi en termes de surface, de volume, etc. Et puis, on a confié ça au SCAUE en demandant donc au CAUE du Cher de valider le fait que on pouvait tenir dans l'espace qu'on avait, nos 5000 m², tout ce que les gens souhaitaient. Et puis, il s'est avéré que c'était possible. Donc, c'est là qu'après, on est rentré en fin de compte dans une deuxième phase, hein, avec Territoria et donc Émilie Rondeau sur un projet de construction et donc la rédaction d'un cahier des charges pour après désigner les architectes, etc. Donc c'était une opération déjà intéressante. Et puis, il y avait aussi la volonté d'aller vers des matériaux, je dirais nobles, mais voilà, le bois, tous les isolants qu'on pouvait utiliser. Alors on a buté sur la paille, c'est-à-dire là j'avoue, on n'a pas eu le courage d'aller plus loin parce que on sentait que sur le territoire, on n'avait pas des artisans qui avaient cette capacité, et on voulait aussi en même temps que ce projet puisse être partagé et réalisé par
un certain nombre d'artisans de nos territoires. Et là, on les mettait hors jeu tout de suite. Et c'est bon, voilà. J'espère que dans l'avenir, il y aura des développements et que ces artisans pourront s'intégrer à ces nouvelles constructions. Mais on y a réfléchi longtemps. Émilie, je pense que vous pourrez en témoigner. Et donc, on a voilà, des images de réunions, de discussions, de rencontres aussi. Et puis, jusqu'au moment où on a désigné l'architecte. Alors, je vais peut-être vous passer la parole maintenant, Émilie, sur le sujet, parce que oui. je voulais juste dire aussi qu'on avait associé au-delà dans la concertation, au-delà du personnel et des enseignants, c'est aussi des structures associatives style Nature 18, pour voir comment on pouvait intégrer la biodiversité dans nos bâtiments. Ça nous paraissait essentiel. Comment on pouvait aussi, même si on est en zone rurale et qu'on est comment on pouvait intégrer, je sais pas, les chauves-souris par exemple. On avait travaillé avec le Muséum d'histoire naturelle de Bourges sur le sujet. Bon, notre bâtiment n'est pas compatible pour accueillir les chauves-souris, mais bon, on a tellement d'espace et tellement de fissures dans d'autres qu'être leur refuge. Mais bon, on a réfléchi assez loin justement dans les toitures terrasses aussi pour pouvoir accueillir aussi des insectes, etc. Puisque derrière cette école, il y a aussi le projet d'installer un jardin pédagogique pour les enfants. C'est en cours de... Bon, la période n'était pas propice. Et puis, une ruche pédagogique, etc., etc. Donc, il y a toute une démarche qui est faite aussi par la commune par rapport à tous ces aménagements. Et donc, l'école fait partie du projet global de la commune. Voilà. Émilie, je vous laisse la parole. Oui. Donc, moi, j'interviens en tant que mandataire. En fait, la commune a fait appel à nous pour mettre en œuvre le projet. Donc après, l'idée, c'était de mettre en œuvre toutes les ambitions de la commune, parce que comme ça a été présenté, les ambitions étaient très vastes et concernaient vraiment beaucoup de thèmes. Maintenant que le projet est terminé, je pense qu'on est tous satisfaits d'où on en est arrivé. Ça a vraiment été un travail d'équipe. Je sais que dans le public, il y a aussi l'architecte, donc l'agence Blatter. L'architecte, c'était Laurent Rocher, qui a fait effectivement un travail avec nous de remise en question perpétuelle, parce que enfin, pour moi, le fait de construire un bâtiment qui en fait était simplement un objectif de qualité, hein, un bâtiment de qualité et qui soit bien intégré à la commune, nous a quand même effectivement donné quelques freins, en particulier parce que c'est un équipement recevant du public, donc il y avait quelques contraintes pour lesquelles il a fallu batailler, et je pense qu'on a bien réussi. Donc c'est un bâtiment qui est en construction en bois. On voit là sur la photo, c'est en cours de construction. Donc on voit que l'isolation après a été mise en œuvre sur les murs. En isolation, voilà, en isolation par l'extérieur. Donc c'est une construction bois avec isolant laine de bois en extérieur. On s'est posé toutes les questions d'énergie. Donc c'est un bâtiment évidemment performant qui consomme peu d'énergie. On a visé la réglementation thermique moins 30% et on y est arrivé. On a fait aussi le choix de mettre de la ouate de cellulose en plafond. Pour arriver, l'objectif était toujours à chaque étape du projet de se poser les questions de comment mieux mettre en œuvre les matériaux, donc pour que ce soit du biosourcé et si possible du local. En termes de marché public, évidemment, pour imposer le local, c'est compliqué. Donc, on a travaillé avec les entreprises et on a réussi à avoir la majorité de nos bois qui soient déjà français, mais surtout proches. On a travaillé avec chaque entreprise sur le choix au moment de la commande de la fourniture pour avoir des matériaux locaux. Ensuite, on s'est aussi... Voilà, on s'est aussi posé la question des équipements intérieurs. On a parlé de la qualité de l'air, on est sur une école, donc des enfants. L'objectif était d'avoir un projet qui soit évidemment performant et exemplaire, mais surtout confortable et vraiment pratique. Là, l'architecte a fait un grand travail de choix de matériaux dans la définition, au-delà du travail des couleurs ou de choses comme ça qui peuvent être adaptées aux enfants, mais vraiment choisir intelligemment tous les matériaux pour ne pas rajouter un matériau inutile. Ou voilà, c'était toute une réflexion comme ça. Nos peintures sont non émissives en COV et ça c'était génial parce qu'on a réussi à faire des contrôles de qualité de l'air qui sont super. On a une qualité de l'air intérieur du bâtiment qui est vraiment parfaite. Et on avait aussi, j'ai entendu tout à l'heure, le fait que la mission est jusqu'au choix du mobilier. Ça nous a permis d'aller loin dans la démarche aussi, parce que finalement, on a pu aussi choisir des mobiliers dans des gammes qui étaient non émissives en COV. Donc en fait, ça nous permettait vraiment d'aller jusqu'au bout. Et ça a été plutôt chouette.
La concertation et les informations ont été mises en œuvre tout au long du projet. Vous avez ici quelques photos pour lesquelles on a rencontré le personnel en cours de projet, le personnel de l'école, pour concevoir les bâtiments et que les pièces leur conviennent. Ils ont visité aussi le chantier et ça a toujours été une volonté de la mairie d'associer au maximum et d'informer surtout pour sensibiliser, pour faire comprendre la démarche. Et on a visité l'entreprise, on a visité son chantier lorsque les murs bois de l'école étaient en construction. Ça, c'était très sympa, avec le conseil municipal et puis une partie du personnel aussi. Donc ça permet de sensibiliser et de comprendre bien que la construction bois, c'est simplement une construction qui se réalise simplement, en fait. Et ça c'était assez agréable. Pour illustrer la démarche, on n'a pas fait une première pierre quand on a lancé le bâtiment. Le maire a souhaité faire une première planche et ça témoignait bien de toute la démarche en fait, en globalité. Les enfants ont cloué des clous sur une des planches qui a été mise sur l'école. Voilà. Voilà le visuel fini du projet. Je pense que c'est vrai que c'est un peu rapide évidemment, mais c'était vraiment une démarche très globale sur le projet pour arriver à faire une belle école et de qualité. Merci. Merci pour cette présentation. Effectivement, on sent qu'il y a eu de l'investissement, du plaisir aussi, malgré les difficultés éventuelles, à travailler sur ce projet avec en mode équipe projet. Je vais laisser donc, du coup, on va revenir sur les 13 logements bois paille. Je vais laisser la parole à Sandra Di Giorgio et Madame Ménil pour nous présenter un peu ce projet. Je vous laisse. Vous avez 5-7 minutes. Voilà, pour, Oui, bonjour tout le monde. Excusez-moi, je suis arrivée un peu tard. Je ne me suis pas connectée. Bonjour Sandra. Bonjour Amélie, comment ça va? Bien. On peut être fiers toutes les deux. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vus. Alors, ouais. Bon, alors, je vais partager mon écran parce que j'ai le petit dossier de presse qui avait été fait au moment de la com du projet. Voilà, hop, présentation. Si vous voulez, voilà. Je commence et puis je vous laisserai prendre la parole, Madame Ménil. Vous voulez peut-être commencer, peut-être, comme vous préférez. Oui, alors déjà, moi, je suis vraiment très fière et très honorée de partager ce prix avec Sandra, que je remercie d'avoir présenté donc ce projet dans ce concours. Je rebondis sur ce que disait, je crois, Monsieur le maire de je sais plus quelle commune, en disant que c'était pas facile, c'est pas des projets faciles à monter, mais il faut y croire et on y croit jusqu'au bout. Et moi, j'y ai cru dès le départ avec la volonté de Sandra de nous emmener dans cette aventure-là, puisque c'était à la base un concours qui était ouvert à tous les modes constructifs. Et donc, on a partagé cette aventure-là pendant près de 4 ans, puisqu'on a commencé en 2014 et on a livré en 2018 avec tout un tas de freins, d'obstacles à lever pendant je vous passe les étapes marché public, contrôle technique, et toute la vie d'un chantier. Je rappelle le Jean-Pierre Chabitat, c'est 1200 logements, donc on est quand même un des plus petits bailleurs de la région Centre-Val de Loire. Je crois qu'on doit être les premiers à faire une opération comme ça à Bois-Paille. C'est une équipe seulement de 28 collaborateurs, donc moi j'ai porté ce projet-là avec mon directeur technique et mon assistante administrative, comme quoi c'est possible, même quand on n'est pas une grosse direction de maîtrise d'ouvrage. Et donc, encore une fois, je remercie vraiment Sandra pour son implication et puis son sérieux, et parce que j'ai toujours cru une fois en elle dans la conduite de ce projet. Et je crois que c'est important entre le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre d'avoir une vision commune sur un projet comme celui-ci, dont on sait qu'il est innovant et pour autant complexe. Encore une fois, je suis aussi très fière qu'il soit dans le quartier prioritaire de la ville de Nogent. Il a fait place à une barre qu'on avait construite en 2014, qui était de 65 logements. Et donc voilà, on a laissé place à ce programme qui est
extrêmement bien inséré dans le quartier et avec beaucoup d'espace vert autour. Les locataires, ils sont ravis, on a peu de mobilité et vraiment, j'en suis très très fière et je le partage avec mes équipes que je remercie également pour leur implication. Donc voilà. Donc, merci beaucoup au jury voilà, de nous décerner ce prix. Oui, moi aussi, je voulais vous remercier, le Envirobat Centre aussi, de nous décerner ce prix aussi. Évidemment, c'est toujours bien de promulguer des projets un peu atypiques, bois, biosourcés. Après, c'est évident, ce projet-là, il a été possible que parce que j'ai eu une maîtrise d'ouvrage, Madame Mini notamment, qui était très ouverte et qui a eu une part d'inconscience, je pense, de nous confier le projet à l'époque où nous, on venait, en 2014, ça faisait 2 ans qu'on existait, on était une jeune agence, et puis on a encore envie d'ailleurs de construire autrement, parce que on peut pas continuer à construire comme on l'a fait ces dernières années. Donc c'est une prise de conscience commune qu'on doit tous avoir aujourd'hui dans le milieu de la construction. Et grâce à des projets dans le social, parce que toute la question, c'est de savoir comment est-ce qu'on expérimente, comment est-ce qu'on fait du bois et du biosourcé dans le logement social. Si c'était si facile que ça, vous en auriez plus. La réelle raison, là on voit les panneaux, alors c'est un extrait de la façon dont on met les panneaux paille. Maintenant, ça se fait de plus en plus, mais il y a 4 ans, c'était vraiment un des premiers projets en paille. Je parle toujours dans du logement, hein, attention, parce que dans les ERP, dans des écoles, ça avait été fait par nos prédécesseurs. Toute la question, c'était quand on est en logement social, on a une problématique essentielle qui est la notion du prix. Et donc aujourd'hui, quand vous annoncez à des bailleurs sociaux que vous voulez faire du biosourcé, ils vont vous dire chouette, mais vous rentrez dans le prix. Et les prix, tout le monde sait aujourd'hui que dans le logement social, c'est pas du tout ce qu'on peut avoir dans des équipements publics. Donc là, pour vous dire, à l'époque, quand on avait proposé ça à Madame Ménil, elle m'avait dit, moi j'ai un budget de 1 450 € CHAB. Ce prix-là, pour vous donner un ordre d'idée, c'est possible avec du polystyrène et du parpaing. On a réussi à le sortir en bois et en paille. En général, c'est plutôt 20-25% plus cher en paille et en biosourcé, vous prenez encore 10%. On a réussi à le faire parce que la conjoncture, à l'époque, elle le voulait. Il faut dire ce qu'il y a, on a été très chanceux grâce à cette conjoncture-là. Aujourd'hui, ce projet-là, avec ce budget-là, c'est impossible de le sortir. Ça, c'est très clair. Donc, on a eu de la chance, on a eu un maître d'ouvrage ouvert et on a eu l'envie. Avec ces 3 ingrédients-là, on a réussi à sortir ce projet-là qui était 13 maisons. Le programme, c'était grosso modo, vous savez, c'est du lotissement, quoi. C'est-à-dire, on a besoin d'avoir de l'individuel groupé social. Donc, quand vous regardez ce que c'est en général, vous avez vraiment des maisons type lotissement. Et encore une fois, la grande écoute de notre maître d'ouvrage, qui est très rare, je le précise maintenant avec l'expérience, je vois qu'on a eu beaucoup de chance à cette époque-là. On lui avait dit, pour que ça soit, pour que ça reste atypique et que ça reste rester dans la notion écologique, la notion de la voiture, éviter de la faire rentrer dans la parcelle. C'était une grande parcelle, là que vous voyez, c'était un grand parc en fait. Je reviens sur la diapo d'avant. Et elle nous a écouté, elle nous a dit oui, effectivement, ça serait dommage de foutre des parkings devant ces maisons-là. Voilà, on fait un vrai front urbain. C'est en face d'une école. Et du coup, la voiture est restée là où elle était, là où elle existait. Et ça aussi, ça a apporté beaucoup de qualité à la notion de la maison, en tout cas urbainement parlant. Après, individuellement, je pense qu'un acheteur ou un locataire aime bien voir sa voiture, pouvoir garer sa voiture devant chez lui. Mais là, il y avait tellement de dispositions devant que voilà, on a pu éviter aussi de faire rentrer la voiture dans ce parc. Parce qu'avant, ici, il faut imaginer qu'il y avait une grande barre là. Ici, il y avait une barre équivalente à celle-ci, mais tout oblongue. Donc voilà, c'est grâce à ces ingrédients-là qu'on a sorti avec des détails très simples, vraiment du bac acier, mais le bac acier, il est plié avec finesse. Le calpinage, ça reste du bois, mais il est calpiné aussi, il est fragmenté. Donc voilà, on a essayé à chaque fois de retranscrire de la façon la plus simple et élégante possible la notion de l'habitat pavillonnaire de 2020, quoi. Écologique, esthétique et voilà, c'est déjà pas mal. Donc l'autre chose qui était bien aussi, c'est qu'on a pu faire des double-auteurs. Je le rappelle, on est dans du logement social, donc de réussir aussi à proposer de la double-auteur, ça fait partie des choses
qu'on a pu faire aussi sur ce projet-là et ce qui a donné énormément de qualité quand on rentre dans la maison. Voilà, donc merci à tous. En tout cas, merci pour ce prix et ça va nous aider aussi à promouvoir avec d'autres maîtres d'ouvrage le fait qu'il faut continuer à construire comme ça en biosourcé et en bois, même dans le social. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Je départage. Arrêtez le partage. Alors, j'ai un message de monsieur. Alors, Florence, oui. Oui, je voudrais juste profiter justement là de cette intervention sur les 13 logements bois paille pour parler de l'appel à projet que l'Adréal a lancé cette année, justement pour encourager en fait les bailleurs sociaux de la région à utiliser d'autres procédés constructifs et donc de faire des bonus de subvention donc pour les logements sociaux qui utilisent du biosourcé. Voilà, l'appel à projet sera très bientôt disponible sur le site internet de l'Adréal. Donc voilà, j'encourage également les bailleurs et voilà, à continuer dans cette démarche. Je trouve ça très admirable. Donc merci à vous. Merci. Effectivement, information intéressante à transmettre. En fait, pour le dernier, donc il reste des projets remarqués. Donc on a voulu souligner deux projets, mais je vais peut-être laisser Charles Fournier qui est avec nous, je crois. Voilà. Alors on ne vous entend pas. Je suis là, j'ai mis mon micro. Voilà. Vous m'entendez? Voilà. Très bien. On vous entend. Merci beaucoup Florence, déjà très heureux d'être avec vous. Alors, cette période nous fait vivre des choses extraordinaires, une remise de prix en ligne, c'est une première pour moi. Donc voilà, on vit plein de choses tout à fait difficiles et en même temps des choses tout à fait nouvelles dans le moment dans lequel on est. Mais c'est extrêmement intéressant de vous écouter, peut-être voilà, deux projets qui ont déjà été évoqués dans le déroulé. En tout cas, quand j'étais là, on en a déjà parlé, deux projets qui ont été remarqués par le jury dans lequel je n'étais pas. Donc, je peux juste renommer et dire tout l'intérêt que représentent ces deux projets. C'est le projet du chai du vignoble qui a été évoqué tout à l'heure par Florence, et donc j'attends qu'il vienne. Voilà, le chai du vignoble. Alors je crois qu'il y a Monsieur Boisard doit être présent. Je ne sais pas si vous aviez prévu qu'il intervienne ou pas, Florence. Si, il a je pense qu'il peut. Moi, je lui donne de mon temps de parole sans problème. Voilà, il a dit de. Bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez. Si, voilà. Très bien. D'accord. Il y a un petit mot dans la conversation, mais. Je lui donne tout de suite. Voilà. Ouais, j'ai tout résumé dans ce petit mot. L'objectif principal pour un vigneron et son chai de vinification, c'est, en tout cas pour le nôtre, dans notre démarche, on est en bio, c'était surtout de nos dépenses énergétiques. Et la vinification est un poste qui demande énormément d'énergie pour thermo-réguler le vin, les cuves. Et donc, ce projet a vraiment rempli pour nous pleinement ses objectifs, puisqu'en 2019, pendant les vinifications, on n'a pas eu besoin d'avoir recours à la thermorégulation, on n'a pas refroidi ou réchauffé de cuve du tout, puisque notre chai est resté à 20 degrés pendant toutes les fermentations, qui étaient pourtant assez tardives, puisque c'était au mois d'octobre. Donc voilà, bois, paille, terre crue, watts de cellulose en toiture, et ça fonctionne super bien pour un coût pas forcément trop important. Voilà, petit appel aux maîtres d'œuvre et aux architectes, si vous avez des demandes pour des chais de vinification. On a de plus en plus d'ailleurs de collègues qui nous demandent. Ça fonctionne très très bien en paille. Merci à vous encore. Bravo et merci à vous aussi, parce que je crois que effectivement, ça vient, voilà, c'est des projets qui sont des démonstrateurs, qui sont utiles forcément pour d'autres, et donc bravo à vous. Et puis un deuxième projet qui a aussi été évoqué, je ne sais pas s'il y a eu une présentation, parce que je suis arrivé en cours à 16h, mais qui est le projet de l'Agora de Beaugency, que nous connaissons bien à la région, puisque c'est un projet que nous avons pu soutenir. D'ailleurs, il y a de nombreux projets qui ont été présentés aujourd'hui, qui ont été réalisés avec l'appui des interventions du Conseil régional. Et je le dis, quand il y a quelques années,
nous avions un peu imposé qu'une part des enveloppes que nous attribuons au territoire soit orientée vers l'efficacité énergétique, la qualité des bâtiments. Au début, c'était un peu difficile et aujourd'hui, c'est très agréable d'entendre le plaisir que chacun, la fierté presque même que chacun a quand une réalisation est faite, quand elle répond évidemment à toutes les ambitions et les enjeux de la transition écologique. J'écoutais les deux maires qui se sont exprimés, que je connais par ailleurs. C'est agréable d'entendre que finalement au bout il y a une fierté. Certes, il y a eu un écosystème qui a dû se mettre en mouvement pour que ça soit possible. Il y a plein de contraintes, mais quand on est au bout, on est fier. Et je crois que ça raconte une histoire aussi à tous nos concitoyens. Donc, c'est extrêmement important. Et donc, ce deuxième projet, c'est effectivement l'Agora de Beaugency. Je ne sais pas si M. Faucon Alors, il était connecté au début. Il était là tout à l'heure. Voilà, je pense qu'il c'était un petit peu long. Peut-être qu'il s'est dit, bon, voilà, je ne suis pas dedans. Mais en fait… D'accord. En tout cas, c'est un projet qui a un recours à la géothermie. Important d'en parler, même si on est moins dans la question des biosourcés, mais on est, je crois, dans la qualité en matière de transition écologique. Sur la géothermie, on a un potentiel dans cette région tout à fait extraordinaire qui n'est pas exploité à sa juste hauteur. C'est pour ça que d'ailleurs, on pousse les financements de manière importante pour qu'on intègre la question énergétique à la fois évidemment en termes d'efficacité, mais aussi en termes de production d'énergie. Et la géothermie ouvre évidemment des possibilités tout à fait intéressantes, y compris, on a quelques belles réalisations dans notre région pour faire face demain au dérèglement climatique et à la question de la fraîcheur des logements, et pas simplement à la question de la chaleur. Donc la géothermie ouvre évidemment des possibilités tout à fait intéressantes. C'est un bâtiment qui fait appel aux matériaux biosourcés, le bois, et puis je crois, si j'ai bien tous les éléments, il y a une récupération d'eau. On est sur un niveau BBC et sur un projet qui intègre toutes ces dimensions-là. Donc ça, c'est évidemment un des projets qui a été remarqué, mais peut-être que Florence, qui était dans le jury, vous êtes plus en capacité de moi de dire pourquoi vous l'avez particulièrement remarqué. Pour toutes les raisons que vous avez évoquées, aussi parce que c'est un projet en fait, c'est une ancienne usine sur la ville de Beaugency. Donc, c'est une préservation aussi du patrimoine existant. Alors, je ne sais pas si l'architecte du projet est là, il ne me semble pas. Donc, en fait, il y a eu, c'était des usines avec des sheds, là, en fait. Donc, il y a eu toute une réutilisation de la charpente métallique. Il y a eu de la déconstruction et de la réutilisation. Ça permet de garder, il y a eu une volonté de garder cette histoire, ce patrimoine culturel sur la collectivité. Et puis c'est aussi donc c'est pas très loin du centre-ville, et c'est un endroit où il y avait déjà des activités sociales, des associations, différents types de services à la personne. Et en fait, ce projet a permis de rendre toutes ces activités, de les recentraliser sur un même site, de les rendre plus visibles, plus lisibles, et de rendre ce coin de ville qui est vraiment, vraiment proche du centre-ville plus agréable, voilà, ça a permis de renforcer l'identité en termes d'aménagement aussi, c'est intéressant. Voilà. Oui, au moment où se pose la question des centres-villes, des centres-bourgs, de la nécessité de leur réinventer une vie et de travailler sur la multifonctionnalité de ces centralités, c'est un projet qui porte ça. Et c'est ça qui, je crois, le rend un peu remarquable. Et c'est l'attractivité, elle vient aussi de la qualité des réalisations qui sont faites dans les cœurs de ville. Et donc là, c'est un projet de ce point de vue tout à fait exemplaire. Peut-être dire que voilà, s'il y a des projets remarqués, c'est qu'il y a aussi des gens remarquables, parce que ça n'existe que par ce biais-là. Il y a d'abord les maîtrises d'ouvrage, et à chaque fois qu'une maîtrise d'ouvrage a envie de s'engager dans un tel projet, c'est un chemin qui est long. Mais il rencontre sur le passage, il rencontre des professionnels qui eux-mêmes sont déterminés. Alors évidemment, de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage, l'assistance à maîtrise d'œuvre, mais aussi l'ensemble des artisans et professionnels. On sait que la réussite d'un projet, elle intègre tout le monde. Je dis ça parce que j'écoutais le maire du Bouleret tout à l'heure, que je salue au passage, sur oui, un projet peut capoter parce qu'on n'a pas à proximité les artisans qui vont savoir travailler avec tel ou tel matériau. Et donc, c'est extrêmement important qu'on puisse, quand on remet un prix, c'est un prix collectif, ce n'est pas un prix individuel. Et c'est tout l'intérêt d'un moment comme celui-là. Je ne sais pas si j'enchaîne sur un mot de conclusion. Vous me dites, Florence, comment… Oui, tout à fait. Très bien. Bon, moi, j'avais envie d'être avec vous parce que je crois que
que le moment dans lequel nous sommes, on entend dans tous les discours parler de relocalisation, on entend parler de monde d'après, on entend parler du jour d'après. Alors moi, ce qui me plaît, c'est qu'il y a déjà des gens qui sont en train de construire le jour d'aujourd'hui, et c'est pas mal aussi de s'occuper du maintenant. Et ce qui me semble tout à fait intéressant quand on parle de relocalisation, pour moi, la question des biosourcés, elle est au cœur de ça. C'est-à-dire qu'on est sur un sujet d'économie circulaire, de relocalisation et de transition écologique. Et tout ça, c'est le même sujet. C'est notre avenir qui est présent derrière. Je trouve qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de démonstrateurs, ce qui ne veut pas dire qu'on ait toute l'organisation nécessaire pour réussir pleinement à basculer du côté des matériaux biosourcés. J'entendais tout à l'heure le déterminant financier. Il faut rester dans les prix. C'est quand même un peu fou que ce qui détériore notre planète coûte plus cher que ce qui serait utile à notre planète. Il y a quand même une contradiction folle, et j'espère bien qu'un jour on basculera du bon côté, et que ce qui serait de l'approvisionnement local, de l'approvisionnement sur des matériaux renouvelables, eh ben, sera moins cher que ce qui impacte notre environnement. Je dis ça parce qu'on est dans le moment où je crois qu'il faut pousser l'ambition beaucoup plus loin. Moi, je salue le travail d'Envirobat, je salue le travail de tous ceux qui sont ici présents, mais je mesure que l'écosystème doit être renforcé. Il faut aller plus loin, plus vite, et c'est maintenant. On n'a pas 20 ans devant nous pour basculer du côté de la frugalité, du côté du bioclimatique, du côté des bâtiments efficaces. Il nous faut, je pense, sauter une étape. Et donc, il faut donner un coup de fouet pour ces questions-là. Alors, en tout cas, pour ce qui me concerne, je crois qu'il faut soutenir un grand plan de redémarrage, de relance, on l'appelle comme on veut, autour des biosourcés. Je pense que c'est une vraie opportunité pour notre région, pour nos territoires, pour nos activités, et puis tout simplement pour notre avenir, que d'investir fortement. Alors, il ne s'agit pas de mettre simplement des millions sur la table pour soutenir les biosourcés, même s'il y en a besoin, mais il faut aussi que tout l'écosystème soit organisé. Il faut qu'on ait évidemment, qu'on démultiplie le travail qui est fait par Envirobat. Il faut qu'on puisse soutenir tous ceux qui vont faire de la recherche, vont faciliter l'appropriation de ces enjeux, la normalisation de l'usage de ces matériaux biosourcés. Il faut aussi qu'on ait du conseil de l'ingénierie auprès des collectivités, parce que c'est un déterminant. Quand on n'a pas juste à côté de soi quelqu'un pour nous expliquer que c'est possible, eh bien souvent, évidemment, les représentations peuvent freiner. Je pense par exemple en matière de géothermie, pendant longtemps, il y a eu plutôt un frein parce qu'il y avait des mauvais exemples où il y a eu des projets ratés qui ont généré de l'inquiétude, et donc il faut absolument de l'ingénierie pour convaincre. Et puis évidemment, il faut aussi structurer la filière. Sur un certain nombre de matériaux, voilà, on est capable de produire. Le sujet va être l'approvisionnement et la distribution, qui aujourd'hui n'est pas organisé. Sur d'autres matériaux, c'est toute la chaîne qu'il faut organiser, notamment la transformation qui parfois ne se fait pas dans notre région et va se faire ailleurs. Et donc, investir dans les biosourcés, c'est investir sur l'écosystème, c'est investir sur la structuration des filières. Et on est dans le moment, en tout cas moi j'en fais la proposition au sein du Conseil régional, de donner un coup de fouet sur ces questions-là, d'aller beaucoup plus loin que ce que nous faisons aujourd'hui. Ça vient aussi ensuite, je crois, de la commande publique, notamment. À chaque fois qu'une maîtrise d'ouvrage pourra évidemment tirer ce sujet, c'est important. C'est pour ça que nous, on intègre des bonifications et maintenant même des contraintes biosourcées dans les financements qu'on peut attribuer. Je crois que c'est très important. Ça tire vers le haut, et on commence à avoir aujourd'hui un certain nombre de démonstrateurs, comme je le disais tout à l'heure. Voilà, donc je voulais dire que en vous écoutant, moi je suis évidemment, voilà, je trouve que c'est extrêmement important ces moments-là, parce qu'ils mettent en valeur ce qu'on est capable de faire, et puis ils indiquent aussi ce que les politiques publiques doivent organiser pour rendre ça beaucoup plus facile. Je terminerai en disant qu'on est autour de ces sujets sur une vraie opportunité de relance. On évoquait tout à l'heure les artisans. Je crois qu'on a derrière ça de l'activité de manière importante quand on sait ce que nous sommes en train d'investir autour de l'isolation thermique de l'habitat, et quand on sait qu'il faut isoler environ 30 000 habitations par an dans notre région pour tenir les objectifs de la COP 21. Nous voyons bien que nous en sommes loin. Et pour réussir ça, on a besoin d'accompagner toute la chaîne. Donc nous, on investit beaucoup côté de la région sur ce sujet. On le fait avec l'État qui intervient. Je regarde Madame Mendes qui représente l'État finalement aujourd'hui, pour dire qu'effectivement on le fait de manière concertée et ensemble. On a besoin de pousser ces questions très très fortement. Et je crois que derrière ça, il y a de l'emploi.
il y a de la formation, il y a des métiers non délocalisables qui s'inscrivent dans nos territoires. Il faut des groupements qui soient en capacité de produire des travaux qui sont avec ces matériaux-là, des travaux qualitatifs. Voilà, donc je pense qu'on a des planètes qui s'alignent pour peu qu'on décide de passer à une ambition plus grande que celle que nous avions jusqu'à maintenant. Ce n'est pas à vous que je devrais le dire, c'est bien au-delà. Et on a, je crois que le déterminant écologique doit aussi être aujourd'hui un déterminant majeur et il ne doit pas être relégué dans un second plan parce qu'on n'a pas ce temps-là finalement devant nous. Donc voilà, moi je voulais en tout cas vous remercier les uns les autres pour vos engagements. J'espère que ceux qui étaient là pour trouver de l'inspiration, et je sais qu'il y avait par exemple quelqu'un de mon territoire de Blois que je connais qui me dit qu'on va faire un gymnase en construction paille, la région va faire un lycée en construction paille. Je crois qu'on va avoir de belles réalisations à venir et donc voilà, je compte sur vous toutes et tous pour de concert avancer sur ces questions et compter en tout cas sur l'engagement de la région et sur le mien pour qu'on passe à une autre dimension. Et voilà, en vous remerciant beaucoup, en remerciant Florence pour avoir organisé cette remise de prix en ligne. Voilà, pas seul j'imagine, mais en tout cas d'avoir organisé ce moment-là, c'était pour moi très intéressant. Merci, merci à vous pour cette conclusion. Merci aussi à tout le monde. Peut-être que certains veulent réagir, je ne sais pas. Ah oui, je reste à votre dispo. Donc voilà, moi N'hésitez pas à mettre vos micros si vous voulez réagir. En tout cas, on a eu un début de cette visio très chaotique. Ah, souvent, toujours. Voilà. Donc voilà, gros mouvement de panique. Et je remercie aussi les gens d'avoir tenu le fil, quoi, en fait. C'est-à-dire d'avoir pris le nouveau lien, suivi un peu le fil de nos échanges. Et donc voilà, c'était une première un petit peu originale. Donc on se redit à l'année prochaine pour l'édition 2021, en sachant, comme vous a dit Michael tout à l'heure, que Envirobat s'inscrit dans les offres du développement durable. Donc l'appel à projet des offres du développement durable, donc, qui ne touche pas que les matériaux biosourcés, mais qui touche aussi toutes les approches relatives à l'aménagement pour tout ce qui est durable, en fait, et pas mal aussi inspiré de toute la thématique autour de la frugalité. Et des projets innovants aussi. Donc l'appel à projet pour celui-ci aura lieu en septembre et on piochera dans cet appel à projet, on relancera aussi certainement quelque chose l'année prochaine pour le palmarès, des biosourcés. Donc on verra un peu comment tout ça se met en place. En tout cas, merci beaucoup. Merci Monsieur Fournier d'avoir été avec nous pour conclure ce moment. Et juste pour les lauréats, oui. Donc je vous reprécise aussi, excusez-moi, juste pour les lauréats, je reprécise aussi que vous recevrez par courrier donc une sorte de diplôme et que dès qu'on aura la possibilité, on vous remettra la mallette des biosourcés en main propre. Voilà. Oui, Richard Chatelier, le maire de Nazelles. Allô? Oui, on vous entend. Oui, parfait. Je tenais à saluer Charles. Bonjour Charles. On a vécu des grands moments à Bordeaux, entre autres, ensemble. Donc, oui. Alors, on n'interprétait pas mal les autres. Hein. Alors, non, c'était aux assises européennes de l'énergie, pour être précis. Voilà, tout à fait. Et donc, effectivement, Nazelles, sur 2020-2026, a différents projets, un écoquartier, la rénovation d'un gymnase, voire la construction d'un nouveau gymnase. Donc, effectivement, tout ce que j'ai pu entendre ici me guide dans les choix que je vais proposer à mon conseil municipal. Merci à la région, effectivement, de nous accompagner parce que les projets qui ont été primés, entre autres sur Nazelles, les myosotismes, mais aussi, surtout, le centre socioculturel, ont fait que la région a été à nos côtés. Et je tenais à remercier Charles et le président de la région qui nous a accompagnés dans le cadre de l'inauguration de ce centre socioculturel. Donc, c'était le mot que je voulais rajouter. Oui, c'est tous ensemble qu'on arrivera à faire quelque chose. Merci Charles, merci la région et merci à Envirobat. Merci à vous. Pas d'autres réactions? Merci à tous et merci aux membres du jury d'avoir participé à cette remise des prix. Voilà, c'était la première année où on faisait intervenir les membres du jury et je trouvais que c'était intéressant et je pense que c'était intéressant aussi pour les lauréats. Voilà, merci beaucoup, bonne fin de journée et puis à vos prochains projets. Merci beaucoup.
Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.